Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Alice, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion et je suis l'animatrice de ce webinaire. On va être ensemble aujourd'hui pour une durée d'1h15. Donc c'est un webinaire qui est dédié aux structures de l'insertion par l'activité économique et c'est un webinaire de découverte. Donc il n'y avait pas de prérequis nécessaires pour participer à ce webinaire. Alors, avant de démarrer, pour ceux qui utilisent cet outil de webinaire pour la première fois, je vais vous présenter un petit peu son fonctionnement. Donc, vous trouvez l'essentiel des fonctionnalités en bas à droite de votre écran. Notamment, vous pouvez utiliser donc le chat pour vous présenter, pour réagir, pour nous partager des cas d'utilisation de nos données, par exemple. C'est des choses que je reprendrai plutôt après le webinaire. Et ensuite, il y a l'onglet questions qui va vous permettre de poser des questions, mais aussi de voter pour les questions qui ont été posées par les autres participants. Donc, c'est vraiment l'onglet à prioriser pour poser vos questions. Moi, ça sera plus facile pour moi de les traiter si elles sont posées dans cet onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. J'ai prévu à plusieurs moments du webinaire de m'attarder sur les questions qui ont été posées, donc j'essaierai d'y apporter une réponse en direct et si j'ai pas la réponse, je la fournirai après le webinaire. Sachez que le support de ce webinaire est d'ores et déjà disponible dans l'onglet Apps, donc c'est les 3 petits points que vous avez aussi en bas à gauche, à droite pardon, de votre écran. En cliquant sur Apps et sur Partage de fichiers, vous devriez retrouver et pouvoir télécharger le support que je suis en train de vous partager. Sachez, si vous avez des collègues qui ne peuvent pas y participer, que le replay sera disponible sur notre site internet et je vous l'enverrai également sous forme de compte rendu par email. Ensuite, vous avez plutôt au centre de votre écran la fonctionnalité réagir. Vous pouvez utiliser les pouces ou alors à l'inverse les personnages qui sont apeurés ou attristés. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser aussi ces réactions. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son fonctionne? Et peut-être justement en utilisant ces pouces de l'onglet réagir. Ok, super. En tout cas, bonjour Estelle, bonjour Marie, bonjour Isabelle. Merci donc à toutes et tous de vous présenter dans le chat. Je suis ravie, moi, de vous retrouver. Comme je le disais, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion. Si vous avez encore des problèmes de son, je vous invite juste à rafraîchir la page ou à utiliser en bas à gauche le bouton aide. Alors, je continue sur ce webinaire. Donc, comme je le disais et comme c'était donc indiqué dans l'invitation, c'est un webinaire qui s'adresse aux structures de l'insertion par l'activité économique, donc les structures de l'IAE, les employeurs inclusifs de l'IAE, qui sont plutôt donc débutantes sur le pilotage, donc qui découvrent les outils du pilotage de l'inclusion. Et aujourd'hui, donc moi, je vais vous faire un peu un tour d'horizon des statistiques qui vous sont dédiées et vous les faire découvrir à travers des cas concrets d'utilisation. On va être ensemble donc pour 1h15 jusqu'à 15h15 et ce webinaire va s'organiser en 3 parties. Donc d'abord, je vais juste vous présenter le pilotage de l'inclusion en quelques mots et vous le resituer au sein de la plateforme de l'inclusion. Ensuite, je vous ferai une démonstration des outils à votre disposition, comment y accéder et les notions clés pour les prendre en main. Et enfin, comme je le disais, je vais partir de 2 cas d'usage qui m'ont été partagés par des SIAE pour vous expliquer comment, au quotidien, vous pouvez utiliser ces données dans le cadre de vos missions. Alors, déjà, peut-être pour commencer, est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que le pilotage de l'inclusion? Donc, je vais vous partager le sondage à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre. Donc, selon vous, est-ce que c'est un service pour gérer les passes IAE, un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi ou un outil de gestion des candidatures? N'hésitez pas à cliquer et bonjour à ceux et à celles qui nous rejoignent en attendant. Alors, je vois... Ok, donc 55% d'entre vous ont répondu que c'était plutôt un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi.
Et effectivement, bravo, même si vous découvrez le pilotage, vous avez quand même compris la différence peut-être entre le pilotage de l'inclusion et les emplois de l'inclusion, parce qu'effectivement, la réponse A et la réponse C, elle se référait plutôt à ce que sont les emplois de l'inclusion. Je vais donc quand même vous dire en 2 mots que fait-on au sein du pilotage de l'inclusion. Donc, le pilotage de l'inclusion, c'est un des services publics numériques de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit une dizaine de services publics numériques. Vous avez la liste à l'écran juste ici. Et donc moi, je représente un de ces 10 services, qui est donc le pilotage de l'inclusion qui est ici. Et donc le groupement d'intérêt public, la plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est financé par le ministère du Travail et dont l'objectif est de faciliter la vie des personnes éloignées de l'emploi et de celles et ceux qui les accompagnent. Concrètement, le service effectivement numérique le plus connu et celui que vous utilisez probablement en plus au quotidien, c'est les emplois de l'inclusion. C'est vraiment ce service qui vous permet de publier vos offres d'emploi, de gérer les candidatures. Mais nous, au pilotage de l'inclusion, notre mission est assez similaire à celle de la plateforme de l'inclusion. Nous, c'est vraiment de favoriser aussi l'efficacité des dispositifs d'inclusion au service des personnes qui en sont éloignées. Mais concrètement, comment on fait ça? Nous, au sein du pilotage, notre activité, c'est d'apporter des connaissances et des apprentissages aux professionnels de l'inclusion pour les aider dans leur mission. Donc déjà, nous, notre outil, il ne s'adresse qu'aux professionnels de l'inclusion et il ne s'adresse pas aux candidats qui sont aux candidats de l'IAE. Et quel est du coup le lien entre le pilotage de l'inclusion et les emplois de l'inclusion, qui est le service au sein de cette plateforme de l'inclusion que vous côtoyez probablement le plus quotidiennement dans vos missions? En fait, nous, on travaille vraiment de manière quand même très proche avec les emplois de l'inclusion, parce que le pilotage de l'inclusion, nous, on va récupérer toutes les données qui sont renseignées sur le site des emplois de l'inclusion. On les retraite, on retraite toutes ces informations, et on retraite et on construit des solutions à partir de ces données-là. Et quand je parle de solutions, ce sont des indicateurs et des tableaux de bord qu'on diffuse ensuite auprès de nos utilisateurs, qui sont des SIAE, mais aussi des services déconcentrés de l'État, donc les DETS, les DRETS, tous les prescripteurs, enfin, en gros, tous les prescripteurs, mais tous n'ont pas accès à un tableau de bord privé, mais les principaux. Et aussi, on s'adresse aux orienteurs. Donc concrètement, comment on travaille? Nous, on va en fait à chaque fois au sein du pilotage de l'inclusion partir d'une remontée terrain, d'un irritant qui peut être rencontré par un utilisateur. Par exemple, j'ai du mal à recruter, j'ai des difficultés de recrutement, je reçois assez peu de candidatures, donc ça c'est un irritant qui peut être remonté par le terrain. Nous, au sein du pilotage, on va voir si la donnée peut être une réponse à ce besoin ou à cet irritant qui est remonté. Si c'est le cas, si la donnée dont on dispose permet en partie, pas forcément en totalité, de répondre à cet irritant, on va construire une solution. Souvent, on va la construire avec justement un panel test d'utilisateurs, de volontaires qui sont peut-être les premiers à nous avoir fait remonter le besoin. On va le tester auprès de ce premier panel d'utilisateurs, et s'il y a un impact qui est vérifié, on va diffuser cette solution auprès des autres utilisateurs. Donc c'est pour ça parfois aussi que certaines de nos solutions sont disponibles par exemple à l'échelle d'un territoire, d'une région, d'un département, et seulement dans un deuxième temps on les déploie au niveau national. Donc comme je vous le disais, l'essentiel de nos tableaux de bord et de nos données proviennent des emplois de l'inclusion, mais on travaille aussi à l'obtention de nouvelles sources de données pour répondre aussi aux besoins de nos utilisateurs, notamment pour apporter aussi des statistiques sur la connaissance des publics, les parcours d'insertion et les sorties de l'IAE. Alors, est-ce que le pilotage de l'inclusion a encore
enfin, vous posez encore des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, comme je le disais en préambule, dans l'onglet questions, et puis aussi à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Pour l'instant, je ne crois pas avoir de questions dans cet onglet. Je vais regarder quand même dans le chat. Donc, bonjour à toutes et à tous qui vous êtes présentés. Donc, comme je le disais, l'onglet questions, vous pouvez l'utiliser tout au long du webinaire. Et voilà, j'aurai plusieurs sessions comme ça où je prendrai les questions qui ont été posées. Donc là, c'est pas le cas. Donc, je vais poursuivre sur la deuxième partie de ce webinaire. Et donc, la deuxième partie, c'est déjà vous donner les notions clés pour aborder les tableaux de bord et vous donner aussi un panorama un peu global des outils qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, j'espère que mon débit est bon. N'hésitez pas à utiliser aussi les onglets réagir si il y a besoin de passer un peu plus de temps sur un concept ou une explication. Donc ça, je vous l'ai un petit peu dit en préambule, mais tous les indicateurs et tous les tableaux de bord que je vais vous présenter, ils proviennent en grande partie des informations qui sont renseignées par les utilisateurs des emplois de l'inclusion. Donc, qui sont les utilisateurs des emplois de l'inclusion? C'est vous en tant qu'employeur, mais aussi les prescripteurs, les candidats, les orienteurs. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que nous, on est aussi dépendant de la manière dont les utilisateurs renseignent les données sur les emplois de l'inclusion. Et plus vous utilisez les emplois de l'inclusion et plus votre activité sur les emplois de l'inclusion reflète aussi votre activité réelle, plus les indicateurs et les statistiques que nous, on va pouvoir vous fournir seront appropriés et pertinents par rapport à la réalité de votre activité. J'explique en prenant un cas concret. Par exemple, quand vous êtes amené à refuser une candidature, vous avez la possibilité d'expliquer la raison de ce refus en cliquant, en choisissant le motif. Vous avez aussi la possibilité juste de renseigner autre. Si par gain de temps ou autre, vous avez tendance à remplir le bouton autre, eh bien, moi, les statistiques que je vais vous présenter, elles seront pas forcément, peut-être qu'en fait, on verra que vous avez refusé 50% de candidatures pour le motif autre. C'est peut-être pas la réalité de ce que vous percevez, mais c'est la réalité en tout cas de ce que vous aurez complété sur le service des emplois de l'inclusion. Donc voilà, c'est juste petit rappel sur la source de nos données et du coup aussi l'importance de bien utiliser la plateforme des emplois de l'inclusion. La principale valeur ajoutée de nos tableaux de bord, c'est que ces données sont mises à jour entre les 24 et 48 heures. Donc, vous verrez à chaque fois sur vos tableaux de bord la dernière date de mise à jour. Mais ce sont des données qui sont mises à jour quasiment en continu, en temps réel, et donc prêtes à l'emploi. Une définition importante à avoir en tête lorsque vous consultez vos tableaux de bord, c'est la différence entre un candidat et une candidature. La candidature, c'est l'acte de candidater à un poste. Donc, voilà, c'est le fait d'envoyer son CV ou son profil à un employeur. Et le candidat, c'est vraiment la personne physique qui va candidater. Donc, un même candidat peut avoir plusieurs candidatures. Et vous verrez qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui sont basés sur les candidatures. Et donc, ne pas comparer ça avec le nombre de personnes que vous avez embauchées, par exemple, ou le nombre de candidats que vous avez acceptés, parce que bien différencier candidature et candidat. Est-ce que c'est des notions qui sont claires pour vous? Ok. Ensuite, vous verrez dans nos tableaux de bord, on parle souvent effectivement de l'origine de la candidature et dans cette origine de la candidature, on parle des prescripteurs habilités. Donc, qui mettons dans la catégorie des prescripteurs habilités? C'est les travailleurs sociaux du département et aussi le service public de l'emploi. Donc, on appelle parfois aussi les prescripteurs historiques. Donc, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, donc le SPE. C'est aussi tous les nouveaux prescripteurs habilités qui ont été habilités plus récemment, comme les CHRS, les CHU, les CADA, etc.
Et il y a aussi toute une autre liste de prescripteurs qui peuvent être habilités en fonction des territoires et qui sont habilités par arrêté préfectoral. En tout cas, on entend par prescripteur habilité toute personne, organisme qui est à même de réaliser le diagnostic d'éligibilité à l'IAE. Donc, par exemple, un orienteur a la possibilité d'émettre une candidature et d'orienter un candidat vers une entreprise. En revanche, il ne fait pas partie de la catégorie prescripteur habilité, donc il n'a pas cette éligibilité, cette possibilité de valider l'éligibilité du candidat à l'IAE. C'est vraiment quelque chose qui est réservé à cette catégorie des prescripteurs habilités. Sachant que vous, en tant qu'employeur, vous avez aussi cette possibilité de valider l'éligibilité du candidat à l'IAE. Et donc ça, c'est le cas de l'autoprescription. Autre notion importante, effectivement, parfois vous pouvez voir un indicateur qui évolue et qui n'est pas le même d'une date à l'autre. Donc il faut savoir que, comme je vous le disais, les données sont mises à jour un peu en temps réel. Donc à partir du moment où un candidat va vous envoyer une candidature, un prescripteur va vous envoyer une candidature que vous allez accepter, refuser une candidature, les données, les statistiques vont évoluer. Donc c'est pour ça que si vous êtes amené à extraire les indicateurs qui sont dans les tableaux de bord pour les mettre dans une présentation, c'est important que vous puissiez préciser à quelle date vous avez extrait ces chiffres, parce que si la personne, si votre partenaire par exemple consulte ces mêmes chiffres quelques jours plus tard, il peut y avoir des écarts parce que ça évolue un peu tous les jours. Et aussi, on considère que les données de candidature acceptées, elles commencent à se stabiliser généralement pour, par exemple, l'année 2023, elles se sont stabilisées à peu près au mois d'avril 2024. Donc, le taux de candidature acceptée pour, par exemple, l'année 2023 va se stabiliser, on considère à peu près autour du mois d'avril de l'année suivante. Est-ce que ça va toujours jusque-là? Là, je vais rentrer un peu dans le cœur de la présentation pour vous expliquer un peu les outils et les tableaux, enfin pour vous montrer un peu les outils dont je parle depuis le début. Ok, parfait. Donc, il y a deux types d'outils qu'on développe. Il y a les statistiques publiques qui sont accessibles à n'importe quel citoyen qui se connecte sur notre site internet sans inscription préalable. Là, c'est donc des tableaux de bord. Je vais cliquer ensuite sur le lien. C'est une dizaine de tableaux de bord qui vous donnent, qui permettent en fait d'en apprendre un peu plus sur l'IAE. Et vous, en tant que structure, c'est des tableaux de bord que vous pouvez consulter plutôt pour vous situer par rapport à, par exemple, à une moyenne départementale, parce que les données publiques, ce sont des données qui sont agrégées, non nominatives, et elles sont agrégées à l'échelle d'un territoire. Donc, l'analyse la plus fine que vous allez pouvoir faire dans les statistiques publiques, c'est une analyse à l'échelle d'un bassin d'emploi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des données qui vont peut-être vous être utiles pour vous comparer à votre département, par exemple, à la moyenne des structures comparables sur votre département. Mais à partir du moment où pour descendre à une maille plus fine d'analyse, là on va rentrer dans les statistiques privées, et donc ça c'est des statistiques qui sont accessibles uniquement aux organisations pour lesquelles les tableaux de bord privés ont été développés. Et donc aujourd'hui, nous, Pilotage de l'inclusion, on a développé des tableaux de bord pour les DETS et les DRETS, pour les agences France Travail, les missions locales, les Cap Emploi, et on commence aussi à déployer un tableau de bord pour les acteurs de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. Et on a des tableaux de bord pour les SIAE et pour les réseaux de l'IAE. Donc voilà les utilisateurs qui ont accès à des tableaux de bord privés. Et là, en l'occurrence, le prérequis, c'est d'avoir un compte sur les espaces, sur les emplois de l'inclusion. Donc j'espère que cette notion est un peu claire. Je vais revenir un peu sur ces deux types de tableaux de bord pour que ça soit bien clair la distinction. Mais sachant qu'aujourd'hui, moi, je vais quand même faire un focus surtout sur vos tableaux de bord privés, parce que voilà, je vois, c'est quand même les statistiques qui sont les plus consultées par les utilisateurs, parce que vous êtes
intéresser, ce qui vous intéresse le plus généralement, c'est vos statistiques personnalisées qui vous permettent de faire des analyses à l'échelle de votre structure ou de vos structures si vous faites partie d'un ensemblier de plusieurs structures. Néanmoins, avant de faire ce focus sur le tableau de bord privé, je vais vous montrer quand même comment accéder à la fois aux données publiques et aux données privées. Donc là, je vais vous faire la démo en live. Sachez que donc dans le support que je vous présente, vous retrouverez le pas à pas, mais là, je vais vous faire la démonstration en vous partageant mon écran directement. Hop, je vais essayer de zoomer au maximum pour que ça soit le plus grand possible. Donc là, je suis sur le site du pilotage de l'inclusion. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi dans l'onglet, en cliquant sur Apps en bas à droite, dans Liens, je vous ai remis le lien vers le support des emplois de l'inclusion, le support du pilotage de l'inclusion et un lien vers une enquête. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, je pourrais aussi vous remettre peut-être dans le chat, en tout cas, je vais vous remettre tout de suite le lien vers notre site. Après, je vous invite plutôt à consulter notre site après le webinaire parce que parfois, quand on est nombreux à se connecter en même temps, ça peut faire ramer un petit peu. Donc, je vous invite à regarder la démonstration et puis à faire la manipulation de votre côté ensuite. Donc là, je suis sur le site du pilotage. Comme je vous le disais, on a deux types de statistiques, les statistiques publiques et les statistiques privées. Si je clique juste pour vous montrer un peu les statistiques publiques, je vous le disais, une dizaine de tableaux de bord répartis en 4 ou 5 catégories, 4 ou 5 thématiques. Et ce sont des tableaux de bord donc, qui sont vraiment disponibles à tout à chacun, sans avoir de compte sur les emplois de l'inclusion. Donc, même si je suis, par exemple, un étudiant qui veut faire une étude sur le secteur de l'IAE, ce sont des sources de données intéressantes. Je vais cliquer sur un tableau de bord en particulier, par exemple, sur Zoom sur les prescripteurs. Donc ici, c'est un tableau de bord qui vous donne en fait la liste de tous les prescripteurs qui sont inscrits sur le site des emplois. Et donc, comme je vous le disais, ici, on va pouvoir descendre qu'à l'échelle du département. Mais c'est un tableau de bord qui peut vous être utile aussi à vous pour savoir si vous travaillez avec tous les prescripteurs de votre département. Donc, pour voir, par exemple, est-ce que quelqu'un peut-être peut me donner son département et comme ça, je vais faire la démonstration sur son département. Le 67, hop. Donc, le Bas-Rhin, on va regarder tous les prescripteurs qui sont inscrits sur le service des emplois dans le Bas-Rhin. Donc, on voit que ça correspond il y a 147 organismes ou organisations inscrits sur le site des emplois. 15% d'entre eux font partie du SPE. Et il y a 61% de prescripteurs habilités parce que dans ce tableau de bord, on a les prescripteurs et les orienteurs. Et si je descends un peu plus bas, donc ça correspond à 1185 conseillers, vous avez la liste ici de cette centaine de prescripteurs inscrits dans le Bas-Rhin. Donc ça peut vous permettre aussi de vérifier que vous travaillez avec tous les prescripteurs de votre territoire. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple de tableau de bord public, mais il y en a vraiment plusieurs. Donc il y a cette catégorie qui vous donne un peu plus des tableaux de bord sur l'offre d'IAE, donc les métiers qui sont recherchés et proposés, les postes en tension. Ici, comme vous avez Zoom sur les prescripteurs, il y a un tableau de bord Zoom sur les employeurs qui permet de voir l'ensemble des structures d'insertion inscrites sur le site des emplois sur un territoire donné. Vous avez deux tableaux de bord qui permettent de faire des analyses un peu plus précises sur des types de publics. Un tableau de bord sur les candidats dans la file active, donc c'est les candidats en attente d'une solution sur votre territoire. Un tableau de bord qui fait une analyse sur les femmes, la représentation des femmes dans l'IAE. Des tableaux de bord qui permettent de suivre le traitement et le traitement des candidatures dans l'IAE. Et des tableaux de bord plus de pilotage sur le suivi des contrôles a posteriori, des tableaux de bord sur le conventionnement en ETP, de département par département, et un tableau de bord qui fait un état des lieux sur les ESAT.
Donc voilà pour les tableaux de bord publics, mais ce qui est vraiment important d'avoir en tête sur les tableaux de bord publics, c'est qu'ils agrègent les données, enfin les données sont agrégées à l'échelle d'un territoire, donc ça ne sera pas possible de faire un zoom sur un prescripteur spécifique ou sur une structure en particulier dans les tableaux de bord publics. Donc je vois que d'autres ont noté leur département, mais comme vous l'avez vu, de toute façon je vais revenir sur l'utilisation des filtres, c'est assez facile de faire la même manipulation sur vos départements. Donc ensuite, les tableaux de bord privés. Vous y accédez en cliquant sur Statistiques de mon organisation. Vous cliquez sur Employeurs solidaires et réseau. Et là, vous vous connectez avec vos identifiants habituels pour vous connecter sur les emplois de l'inclusion. Moi, je vais utiliser un compte de démo. Donc ça, c'est le premier chemin d'accès. Après, vous pourriez aussi décider de vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Vous arrivez sur la même page et je vais vous montrer maintenant le chemin pour accéder aux statistiques. Donc là, c'est votre page d'accueil que vous connaissez probablement très bien. C'est là où votre page d'accueil sur les emplois de l'inclusion. Pour trouver les statistiques personnalisées du pilotage, vous allez venir cliquer sur Statistiques ici. Et donc ici, vous arrivez dans l'espace du pilotage de l'inclusion. Vous le voyez aussi, un petit repère, c'est que le pilotage de l'inclusion, on est dans ce code couleur orange. Donc ici, vous êtes plutôt effectivement dans ce qui relève du pilotage de l'inclusion. Alors, deux rubriques dans cette catégorie statistique. La première rubrique à droite, données publiques, elle vous permet en fait de retourner vers les statistiques publiques que je viens de vous présenter. Et données personnalisées, ici, c'est les 4 tableaux de bord auxquels vous avez accès en tant qu'employeur. Et c'est des tableaux de bord avec vos données personnalisées. Voilà déjà pour la manière dont on accède à ces données. Je vais bien sûr rentrer dans le détail de ces tableaux de bord et dans leur fonctionnement. Mais peut-être avant ça, je vais... on va voir si... donc ça, c'est dans la présentation, j'ai refait des captures d'écran, donc vous retrouvez le chemin pour accéder à vos tableaux de bord. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vous le disais, je vais me focaliser sur les tableaux de bord privés et sur 3 tableaux de bord. Le plus important étant traitement et résultats des candidatures reçues. Enfin, c'est celui qui présente le plus d'indicateurs. Donc, c'est dans celui-ci qu'on va le plus naviguer aujourd'hui. Mais on va aussi aller chercher des indicateurs dans le tableau de bord autoprescription et déclaration d'embauche. Je vais pas aujourd'hui vous présenter suivi du contrôle a posteriori parce que c'est un tableau de bord qui va vous être utile si vous faites de l'autoprescription et si vous avez été sélectionné par votre DETR pour un contrôle. Ça vous permet de suivre l'état du contrôle dont vous avez été l'objet. Mais comme ça ne concerne pas forcément toutes les structures, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Donc déjà, juste avant de continuer, est-ce que vous avez déjà consulté les statistiques du pilotage de l'inclusion? Est-ce que vous aviez déjà peut-être que vous connaissiez déjà les statistiques publiques, les statistiques privées, les deux, ou si c'est complètement une découverte? Donc n'hésitez pas à soumettre votre vote. Ok, bon, comme qu'on est sur un webinaire découverte, effectivement, plus de la moitié d'entre vous, plus de la moitié d'entre vous, c'est une découverte. Donc, c'est super. Et puis, ceux qui les connaissaient déjà, ou en tout cas qui avaient au moins déjà un peu manipulé, que ce soit les statistiques privées ou publiques, n'hésitez pas non plus à partager dans le chat le contexte dans lequel vous aviez consulté ces données, comment vous les avez utiliser et voilà, partager aussi des bonnes pratiques. C'est aussi tout l'objet de ces webinaires, c'est aussi que vous puissiez échanger entre pairs et vous entraider dans l'usage de ces données. Alors, je vais regarder, je crois qu'il n'y a toujours pas de questions dans l'onglet questions. Je vais voir s'il y en a dans l'onglet chat.
Alors, il y a une question de Maëva dans l'onglet chat. Bonjour, est-ce normal que sur mon tableau de bord, je n'ai pas les mêmes items que les vôtres? Alors peut-être Maëva, précisez-moi, je veux bien que vous me précisiez dans quel type de structure vous êtes, quel département, etc. Peut-être que je vais pouvoir vous apporter une réponse assez rapide. Et en tout cas, merci à Isabelle, par exemple, aussi de partager voilà, un cas d'usage des données du tableau de bord. Alors Claire, alors il y aura un replay de ce webinaire, donc je vais vous l'envoyer, j'enverrai le lien du replay à toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire. Sinon, vous pourrez le retrouver sur le site du pilotage. Mais sinon, vous pouvez aussi tout à fait nous rejoindre. Ce qu'on a fait jusqu'à sur la première demi-heure, c'est que j'ai représenté un peu le pilotage de l'inclusion au sein de la plateforme de l'inclusion. Et j'ai présenté le moyen, comment accéder en fait aux différentes données, à la fois aux données publiques et privées. Mais là, on va rentrer dans le cœur du fonctionnement des tableaux de bord et le cœur des indicateurs disponibles dans ces tableaux de bord. Donc, vous pouvez aussi nous rejoindre en cours de route. Et Maëva, donc je regarderai, je vais vous répondre après sur... mais j'ai l'impression que vous avez les mêmes... Alors, vous êtes Maëva, vous êtes peut-être dans une agence... Est-ce que vous travaillez dans une agence France Travail? Je pense que c'est probablement que vous êtes plutôt inscrite comme prescripteur et plutôt... Et oui, ok. Donc c'est parce qu'effectivement, là, je suis sur un webinaire dédié aux structures de l'insertion par l'activité économique. Donc je fais un focus sur les tableaux de bord qui sont disponibles pour les employeurs de l'IAE. Mais vous, en tant qu'agence France Travail, vous avez aussi accès effectivement à des tableaux de bord privés, mais qui sont un peu différents parce que vous allez plutôt piloter les prescriptions que vous avez réalisées, les prescriptions de vos agences, des agences de votre département. Mais par exemple, vous n'avez pas le tableau de bord sur le focus sur l'autoprescription parce que ça n'est pas pertinent dans le cadre d'une agence France Travail. Voilà. Mais voilà, vous êtes la bienvenue aussi si vous souhaitez participer à ce webinaire, peut vous permettre aussi de comprendre ce à quoi les structures avec lesquelles vous travaillez ont accès. Alors, avant de rentrer dans la partie 3, cas d'usage et mise en pratique, je vais quand même revenir sur les fonctionnalités clés de votre tableau de bord. Alors, je retourne, je vais prendre par exemple traitement et résultats des candidatures de ma structure, donc qui est un tableau de bord phare. Donc, comment fonctionne un tableau de bord de manière générale? On les a récemment organisés sous forme d'onglets. Donc, quand vous cliquez sur un tableau de bord, vous arrivez automatiquement sur l'onglet I. I comme information. Dans cet onglet, donc, je vous invite à le lire avant de prendre connaissance de chaque tableau de bord. Les informations sont un peu différentes. Mais dans cet onglet I, vous retrouvez la date de dernière mise à jour des données. Donc, comme je vous le disais, les données sont mises à jour entre 24 et 48 heures. Donc, si par exemple vous décidez de réaliser un rapport, de préparer un dialogue de gestion et d'y mettre un certain nombre de statistiques que vous avez repérées dans ce tableau de bord, n'oubliez pas d'indiquer la date à laquelle vous avez extrait les données. Donc, cette date-là, en l'occurrence, si je réalise le travail aujourd'hui. On retrouve aussi la source des données. Ici, donc, le service des emplois de l'inclusion. Et le fonctionnement du tableau de bord. Donc ça, moi, je vais revenir dessus directement en direct. Donc déjà, dans le fonctionnement, je vous le disais, il y a plusieurs onglets. Vous arrivez par défaut sur l'onglet I, mais ces autres titres sont des onglets qui sont cliquables. Donc c'est un peu petit, mais une fois que vous avez compris que c'était cliquable, voilà, ça va vous rester et vous aurez le réflexe de cliquer. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'augmenter la police, mais donc c'est bien pour ça que je vous précise que ça fonctionne de cette manière-là. Donc ça, c'est des onglets, ça vous permet, en fait, on a regroupé les indicateurs par thématique, ça vous permet de parcourir un tableau de bord de manière un peu plus rapide sans avoir à scroller très très bas. Voilà, les indicateurs sont regroupés par thématique. Autre chose à savoir, donc là, c'est des données qui sont prêtes à l'emploi, c'est-à-dire que on vous donne un certain nombre de filtres et qui vous permettent de faire des analyses et d'obtenir des données prêtes à l'emploi. Donc, comment fonctionnent les filtres?
On a un premier filtre qui est un filtre temporel. Donc par défaut, les données qui vont s'afficher, ce seront les données de l'année civile passée. Donc là, on est en octobre 2024. L'année civile passée, c'est l'année 2023. Et d'ailleurs, il y a une erreur ici parce que normalement, on met ça sur l'année précédente et là, c'est sur les 12 derniers mois. Donc, il y a une erreur que je vais remonter à l'équipe data. Mais normalement, par défaut, vous avez accès aux données de l'année civile passée. Donc, vous verrez écrit previous année, il me semble. Donc, si vous voulez changer cette période temporelle, vous cliquez sur la petite croix et là, vous avez la possibilité soit de choisir des périodes qui vous sont proposées, qui sont prédéfinies, soit de choisir des dates précises en cliquant sur date précise. Par exemple, si je veux voir toutes les données depuis le 1er janvier 2024, j'écris en fait 1er janvier 2024 ici en n'oubliant pas la virgule et je clique sur mettre à jour le filtre. Là, les données vont se mettre à jour sur l'année, donc du 1er janvier 2024 au 15 octobre 2024. Donc ça, c'est le premier filtre important qui vous permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire votre analyse. Sachant que quand on traite des candidatures, la candidature, c'est la date d'émission de la candidature qui va faire foi. Donc là, c'est toutes les candidatures qui ont été émises entre le 1er janvier 2024 et le 15 octobre 2024. Ensuite, vous avez un certain nombre de filtres géographiques. Vous, en fait, en tant que structure de la structure, par défaut, vous avez accès aux données de toutes les structures qui constituent votre ensemblier. Donc, si vous êtes membre d'une seule structure, d'un seul employeur, vous avez par défaut les données de cette structure qui s'affichent. Mais si jamais vous pilotez 2, 3, 4, 5 ou plus SIAE, vous avez par défaut les données agrégées de toutes ces structures. Donc, vous pouvez ensuite utiliser les filtres géographiques pour venir, par exemple, choisir uniquement les SIAE de votre ensemblier qui sont situés sur telle ou telle région, tel ou tel département, ou tout simplement filtrer carrément sur une SIAE spécifique en utilisant le nom de la SIAE. Ici, voilà, ce compte de démo, c'est un compte d'ensemblier de 4 structures, donc je pourrais, par exemple, ne choisir de faire mon analyse que sur l'ACI. Et dans ce cas-là, pour ajouter ce filtre, il faut que je clique sur ajouter un filtre. Donc, filtre temporel, filtre géographique, ou en tout cas qui vous permettent d'avoir cet entonnoir jusqu'à une structure en particulier de votre groupe. Et ensuite, il y a les filtres qui permettent aussi de filtrer par origine de la candidature. Vous pouvez ne regarder que les candidatures que vous avez émises vous-même, par exemple, ou que les prescripteurs vous ont envoyées. Donc ça, c'est le premier niveau de filtre, c'est origine de la candidature. Ensuite, si vous voulez filtrer sur un type de prescripteur en particulier, par exemple France Travail, vous pouvez ici sélectionner uniquement France Travail. Et donc là, je n'aurai plus que les statistiques des candidatures qui ont été émises par France Travail pour mon ACI. Et si je veux faire un zoom sur une agence France Travail en particulier, et bien ici, je pourrais aller chercher vraiment l'agence France Travail, par exemple, d'Aubervilliers. Donc voilà, c'est vraiment utiliser ces filtres pour préciser votre analyse. Donc avant de vous lancer dans des analyses, bien vous posez la question de la période que vous souhaitez analyser, du périmètre aussi que vous souhaitez analyser. Je vous ai pas aussi montré ce filtre-là qui permettait aussi peut-être de ne faire, si vous avez dans votre groupe une ACI, une EI, une TTI par exemple, ou plusieurs ACI, de ne faire une analyse que sur les ACI de votre groupe, par exemple. Par défaut, les 5 sont sélectionnés. Et enfin, il y a les filtres qui vous permettent de faire des analyses sur les candidatures, peut-être qu'on vous aurait orienté candidatures de femmes ou uniquement les candidatures d'hommes, ou de faire un zoom sur les candidatures par âge.
par exemple, ce matin, j'échangeais avec une SIAE qui me disait que les prescripteurs lui envoyaient assez peu de candidatures de femmes parce que les prescripteurs avaient dans l'idée que le métier proposé par ce chantier était assez masculin, alors que finalement, ils avaient des très bons taux de très bons résultats aussi avec des candidatures, enfin des profils féminins. Et donc cette analyse, enfin le fait de pouvoir filtrer sur les candidatures femmes pouvait lui permettre d'objectiver en fait le fait qu'elle recevait beaucoup moins de candidatures de femmes, par exemple de la part de tel ou tel prescripteur. Voilà un cas d'usage qu'on m'a partagé par exemple ce matin. Et le filtre candidature archivée, c'est en fait pour vous permettre vous pouvez par défaut les deux sont sélectionnés, mais si vous voulez isoler des candidatures que vous auriez archivées, vous pouvez sélectionner uniquement les candidatures non archivées. On a ajouté ce filtre surtout pour que en fait le nombre de candidatures qui apparaissent ici soit cohérent avec le nombre de candidatures que vous retrouvez en fait dans votre tableau de bord ici sur les emplois de l'inclusion. Là, quand vous cliquez sur voir toutes les candidatures, vous avez toutes les candidatures, vous pouvez les exporter en fichier Excel et donc ici vous n'avez que les candidatures qui ne sont pas archivées. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ajouté ce filtre, c'était pour que vous retrouviez bien le nombre de candidatures, le même nombre de candidatures entre ces indicateurs et le fichier Excel qu'il y avait sur votre espace des emplois de l'inclusion. Voilà pour le fonctionnement des filtres et les 3 autres fonctionnalités que je dois vous montrer, c'est comment exporter des résultats. Donc en fait, c'est assez subtil, c'est en passant en haut d'un indicateur, vous avez 3 petits points qui s'affichent. Vous pouvez cliquer sur télécharger les résultats et vous pouvez choisir, donc là c'est un indicateur de télécharger au format CSV ou Excel, et quand on a un graphique par exemple ici, on vous propose aussi de télécharger les formats en format image, format PNG. Donc ça c'est si vous voulez utiliser les indicateurs dans une présentation ou si vous voulez les retravailler en format Excel et peut-être les croiser avec d'autres données que vous avez en interne. Voilà pour les données. Donc ce qui est important, c'est bien maîtriser l'utilisation des filtres, de comprendre que par défaut, les données sont présentées pour l'année précédente. Donc là, c'est pas le cas, mais ça va être corrigé. Et que par défaut, les données sont agrégées pour l'ensemble des structures de votre ensemblier. Voilà pour les fonctionnalités clés. Donc on va pouvoir rentrer dans les cas d'usage. Je vais juste regarder avant de partir sur les cas d'usage et sur du coup le détail des indicateurs. Je vais regarder les questions qui m'ont été posées. Je vois qu'il y en a une dans l'onglet questions. Alors, Claire, comment accède-t-on à ces données? Donc, j'ai fait la démonstration en tout début de webinaire, mais soit vous vous connectez à votre espace sur les emplois de l'inclusion et vous arrivez sur votre tableau de bord et vous pouvez cliquer sur statistiques. Donc, soit vous êtes sur les emplois de l'inclusion, vous vous connectez en tant qu'employeur inclusif et vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur statistiques et vous retrouvez ces données. Soit vous êtes sur le site du pilotage, vous cliquez sur statistiques de mon organisation, employeur solidaire, comme vous êtes, là pareil, on va vous demander de vous connecter. Vous arrivez en fait sur votre espace des emplois de l'inclusion et vous cliquez sur statistiques. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde sur la manière dont vous pouvez accéder à ces données. Une autre question donc de Isabelle. Dans un partenariat avec les départements, peut-on avoir des stats sur les BRSA? Alors, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de filtre qui vous permet de filtrer uniquement, par exemple, les candidatures
que vous auriez reçues de personnes qui sont allocataires du RSA, parce que ce n'est pas une information en fait qui est renseignée systématiquement par les personnes qui réalisent le diagnostic, enfin par les prescripteurs en fait sur les emplois de l'inclusion. Les prescripteurs habilités, lorsqu'ils valident le diagnostic d'éligibilité à l'IAE d'un candidat, ils n'ont pas l'obligation de justifier finalement les critères qui sont renseignés qui sont cochés par le candidat. Donc, ce n'est pas une information que nous, on collecte de manière exhaustive donc ce n'est pas une information du coup qu'on peut retranscrire sous forme de tableau de bord. En revanche, c'est renseigné de manière automatique, exhaustive lors des autoprescriptions. Donc, dans le tableau de bord de l'autoprescription, je vous le montrerai, c'est possible d'avoir des informations par rapport aux candidats que vous avez acceptés et qui sont allocataires du RSA, mais c'est pas exhaustif, c'est uniquement sur la partie autoprescription. En revanche, comme je vous le disais, en fait, on travaille à collecter ces données, à se brancher en fait à d'autres sources de données, à ne pas être connecté uniquement aux emplois de l'inclusion, mais aussi à l'ASP et à la DSN. Et c'est en se branchant à ces sources de données-là qu'on pourrait vous fournir des informations un peu plus détaillées sur le profil des publics que vous accompagnez. Voilà pour la premier élément de réponse, et en rentrant dans les tableaux de bord, je vais préciser un peu cette réponse. Et dans le chat, j'ai répondu aux questions parce que vous les avez mis dans l'onglet questions. Donc je poursuis, et pour vraiment rentrer dans le détail des tableaux de bord, je suis partie de 2 cas d'usage. Ça vient en fait de 2 échanges que j'ai eus avec des SIAE qui m'ont expliqué, c'était des SIAE qui utilisent nos tableaux de bord de manière assez régulière, et donc elles m'ont expliqué la raison pour laquelle elles utilisaient ces tableaux de bord. Et donc je repars de ces 2 cas d'usage pour vous présenter les tableaux de bord que vous avez à votre disposition, et pour vous donner aussi concrètement des cas d'usage de ces données-là. Donc le premier cas, à partir duquel on va explorer les données disponibles dans votre espace privé, c'est le cas d'une SIAE qui gère plusieurs chantiers d'insertion, donc plusieurs ACI, et qui au final donc est conventionnée pour à peu près 70 ETP par an. Donc ça représente plus de 200 salariés qui vont passer au sein des chantiers à l'année. Cette SIAE me partageait qu'elle avait de grandes difficultés de recrutement, notamment depuis 2019, avec vraiment une pénurie de candidats, et donc des difficultés à pourvoir l'ensemble des postes qu'elle avait à pourvoir chaque année. Et donc concrètement, comment nos données l'aident par rapport à cette difficulté rencontrée. Eh bien, en fait, cette SIAE, elle se connecte chaque mois à ces tableaux de bord pour venir regarder le nombre de candidatures que lui a orienté chaque prescripteur, pour regarder aussi, étudier un peu le motif des refus des candidatures qu'on lui a orientées, et pour regarder aussi le nombre d'embauches déclarées par prescripteur, et pour voir quel est le prescripteur qui lui prescrit les candidatures qui amènent le plus à des embauches. Et donc ensuite c'est des données qu'elle va partager mensuellement avec ses prescripteurs pour les informer, pour faire le point un peu sur les candidatures en cours. Et ça lui permet en fait chaque mois d'objectiver aussi le manque de candidats et d'alerter les prescripteurs sur ses besoins. Donc voilà un premier cas d'usage. Donc concrètement, si on se met à la place de cette SIAE, où est-ce que cette SIAE récupère les trois données que je viens de lister, donc le nombre de candidatures orientées par prescripteur, le nombre d'embauches déclarées et le motif de refus. Comment cette SIAE s'y prend? Donc je vais vous faire la démonstration en direct. Sauf que moi je suis connectée à un compte de démo, donc peut-être que les données vont pas refléter ces difficultés de recrutement. Je me connecte pas au compte de cette SIAE en particulier, mais je vais vous montrer comment cette SIAE s'y prend quand même pour
aller chercher ces données et les partager ensuite avec ses prescripteurs. Donc la première donnée que cette SIE vient récupérer tous les mois, c'est le nombre de candidatures qui lui ont été orientées prescripteur par prescripteur. Donc pour obtenir cette donnée, on va aller dans le tableau de bord qui s'appelle Traitement et résultats des candidatures reçues par ma ou mes structures. Et là, on va aller dans l'onglet État et origine. Donc ici, je le disais, cette SIE, elle fait en fait le bilan chaque mois. Donc elle, ce qui va l'intéresser, c'est pas les 12 derniers mois, mais c'est le mois dernier. Donc elle sélectionne ici le mois dernier. Les données vont se mettre à jour. Ensuite, elle a plusieurs chantiers, effectivement. A priori, elle veut faire l'analyse sur tous les chantiers confondus. Donc, je vais pas utiliser le filtre nom de la SIAE, mais j'aurais pu filtrer sur un seul chantier, par exemple. Je vais sélectionner, on va dire, les 2 chantiers, puisqu'ici, il y a 2 chantiers. Et ensuite, elle veut faire le point sur toutes les candidatures qu'elle a reçues de la part de tous les prescripteurs. Donc, en fait, là, je vais pas faire de filtre non plus sur l'origine de la candidature, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir le nombre de candidatures qui m'ont été orientées le mois dernier par l'ensemble des prescripteurs. Donc, typiquement, sur cette structure, elle peut voir qu'elle a reçu... donc là, c'est un indicateur annuel, donc c'est pour ça que ça ne se met pas à jour, mais elle a reçu 42 candidatures le mois dernier. Et en fait, c'est en descendant en bas de cet onglet État et origine qu'elle va avoir le détail des candidatures reçues par type de prescripteur. Donc le mois dernier, par exemple, elle va pouvoir dire à France Travail qu'elle a reçu 26 candidatures, aux organismes délégataires d'un CDI, on a reçu 4, 3 de la mission locale, 2 du CHRS, 1 du PLI. Et elle a aussi le taux de candidatures qui ont été acceptées par ces prescripteurs-là, sachant qu'il y a peut-être des candidatures qui sont encore à l'étude. Donc voilà, en utilisant effectivement la barre qui va de gauche à droite, vous pouvez avoir l'ensemble des indicateurs. Mais ce qui va être intéressant dans ce cas-là, et ce que la structure qui m'avait partagé du coup ce cas d'usage fait, c'est qu'elle va télécharger cet indicateur, elle va télécharger les résultats au format Excel, et puis c'est ce tableau Excel qu'elle va légèrement retravailler, qu'elle va partager à ses prescripteurs. Donc ça, c'est le détail par type de prescripteur habilité. Et là, il y a carrément le détail prescripteur par prescripteur avec le détail agence, par exemple, CHRS par CHRS, etc. Donc avec à chaque fois le nombre de candidatures reçues, nombre de candidatures acceptées, la calcul du part de candidatures acceptées et puis l'état des candidatures, de savoir s'il y a des candidatures qu'elle n'a pas encore traitées parmi celles du mois dernier. Donc ça, c'est le premier indicateur que cette structure vient chercher mensuellement pour le partager à ses partenaires prescripteurs. Le deuxième indicateur, c'était, elle voulait aussi se pencher un peu sur les motifs de refus, pour expliquer aussi en fait aux prescripteurs pourquoi les candidatures qu'elle avait reçues n'avaient pas été acceptées. Donc pour aller faire une analyse sur les motifs de refus, j'ai cliqué ici sur motifs de refus. Ici, je reste sur ce périmètre, par exemple, du mois dernier, donc je reste sur le même périmètre d'analyse. Et là, donc j'ai les données agrégées pour tous les prescripteurs. Donc le mois dernier, en fait, cette structure en l'occurrence en a refusé 3. Et donc une parce que le candidat n'était pas joignable, une parce que pas de recrutement en cours et une pour le motif autre. Mais après, elle peut aussi voir prescripteur par prescripteur. Bon, en l'occurrence, il y a peu de candidatures, donc je vais peut-être sélectionner une année pour qu'on ait un peu plus de candidatures. Là, je suis sur l'année 2024. Voilà, comme ça, on a 102 candidatures. Elle peut avoir le détail du taux de candidature qu'elle a, du motif de refus prescripteur par prescripteur.
Donc, par exemple, cette agence de France Travail, taux de candidature accepté et les motifs de refus, pardon, c'est ici. Voilà. La répartition des motifs de refus, c'est ici. Donc, pour France Travail, elle voit sur l'année 2024 62 candidatures refusées et la répartition des motifs de refus. Donc, on voit que, en l'occurrence, avec France Travail, le motif qui est le plus renseigné, c'est candidat non joignable. Donc, ça peut être l'occasion, peut-être lors de l'échange avec ce prescripteur, de vérifier, voilà, aussi de sensibiliser le prescripteur sur le fait de vérifier les coordonnées qui ont été renseignées par le candidat. Si le motif de refus, le principal, c'était plutôt frein à l'emploi incompatible avec le poste, peut-être que ça peut vous mettre le doigt sur le fait qu'il est important de repréciser les prérequis du poste aux prescripteurs avec lesquels vous travaillez, parce que visiblement, toutes les candidatures qu'ils vous envoient sont incompatibles avec les prérequis du poste. Donc voilà, ça permet, voilà, ça c'est un autre indicateur qui est en tout cas partagé par cette SIAE avec ses prescripteurs mois par mois. Et donc, ce sont deux données qu'on retrouve dans le tableau de bord qui s'appelle données de candidature de mes structures. Et le troisième, c'était le taux le nombre d'embauches déclarées, prescripteur par prescripteur. Donc ça se situe dans un deuxième tableau de bord. Donc, je reclique sur statistiques. Là, j'étais dans le tableau de bord traitement et résultats des candidatures reçues. Et ce troisième indicateur, donc les embauches déclarées, c'est dans ce tableau de bord qui s'appelle déclaration des embauches réalisées par moi ou mes structures. Et donc là, c'est un tableau de bord qui est un peu moins, il y a un peu moins d'indicateurs. Mais ici, donc, c'est le même principe. Je vais sélectionner la période. Donc, je vais prendre pour qu'il y ait plus de données la période de 2024, mais on pourrait sélectionner par exemple uniquement le mois dernier, mais bon, comme les candidatures mettent, il y a un certain délai entre l'émission de la candidature et la déclaration d'embauche, c'est pas forcément pertinent de faire cette analyse sur le mois passé. Donc c'est pour ça que là, je sélectionne toute l'année 2024. Donc cette SIAE a déclaré sur le service des emplois 91 embauches depuis le 1er janvier 2024. Et elle peut aussi, on peut venir ici faire l'analyse prescripteur par prescripteur. Donc déjà, c'est l'évolution des embauches déclarées par mois. Donc ça peut permettre de voir aussi s'il y a une saisonnalité ou s'il y a des pics d'activité, à l'inverse des périodes un peu plus creuses. Et ici, voilà, il y a le détail d'embauche déclarée par origine de la candidature, ce qui permet, par exemple, de voir s'il y a un prescripteur qui était qui était très présent sur un mois dans ses embauches déclarées qui n'est plus, voir si quelque chose a changé dans les candidatures qui vous orientent. Et donc peut-être pour faire l'analyse de manière plus simple, on peut aussi aller sélectionner dans origine détaillée de la candidature un prescripteur. Donc par exemple, je vais mettre la mission locale. Et donc là, ça va être toutes les embauches déclarées des candidatures qui auront été émises par la mission locale. Et donc on voit voilà, cette évolution des embauches déclarées des candidatures qui ont été émises par la mission locale. Et vous pouvez après comparer ça avec l'ensemble des embauches que vous avez déclarées et puis voilà, calculer éventuellement un taux d'évolution. Voilà pour ce premier, en tout cas d'usage. Donc, ça vous donne un peu une idée de la manière dont une SIAE a utilisé les données, comment elle est venue les récupérer et le type d'analyse qu'elle a pu réaliser à partir de ces données. Avant de passer au cas numéro 2, je vais regarder s'il y a des questions. Donc, dans l'onglet chat, non. Alors, une question de Clément. Merci beaucoup Clément pour la question. Les prescripteurs et les DETS ont-ils un accès direct à nos statistiques? Alors oui, ils n'ont pas accès à toutes vos statistiques. Enfin, les DETS et les conseils départementaux peuvent effectivement
zoomer sur votre structure et voir l'ensemble des candidatures et avoir quasiment effectivement les mêmes données que vous, c'est-à-dire le nombre de candidatures que vous avez reçues de tel ou tel prescripteur. Donc ça, c'est les financeurs, donc les DETS et les conseils départementaux, ils ont effectivement une vue assez similaire à la vôtre qui leur permet de voir combien de candidatures vous avez reçues de France Travail, combien de la mission locale, combien vous avez accepté de candidatures de mission locale, combien vous avez accepté de Pôle emploi, etc. France Travail, pardon. En revanche, les prescripteurs, eux, ils ont des tableaux de bord privés, mais ils vont avoir dans leur périmètre, c'est uniquement les prescriptions qu'ils ont réalisées vers votre structure. Donc, ils vont avoir accès au devenir des prescriptions qu'ils ont réalisées vers votre structure, mais ils n'ont pas de vision sur les prescriptions, enfin les candidatures que vous avez reçues de la part d'un autre prescripteur. Vraiment, une agence France Travail, elle va voir les candidatures, enfin ces statistiques, c'est vraiment les candidatures qu'elle a orientées vers une structure, mais elle n'a pas de vision sur les candidatures qui ont été orientées par les autres prescripteurs. J'espère que ça a répondu à votre question. Je vais poursuivre sur le cas d'usage numéro 2 pour ce dernier quart d'heure. Hop. Donc ici, on est dans le cas d'usage, une SIAE qui veut partager un certain nombre, objectiver ses difficultés de recrutement auprès de ses prescripteurs. Donc je vous ai effectivement montré où ces données étaient disponibles et comment utiliser les filtres pour les récupérer. Deuxième cas d'usage qui m'a aussi été qui m'a été remonté par une ETTI cette fois, une ETTI qui utilise aussi nos tableaux de bord régulièrement. Donc là, c'est une ETTI qui est conventionnée pour 10 ETP. Et elle utilise nos tableaux de bord essentiellement pour préparer ses dialogues de gestion et pour alimenter du coup les échanges qu'elle va avoir avec sa DETS. Et elle me disait notamment que sa DETS lui avait fixé comme objectif pour en 2023, lui avait fixé l'objectif de faire moins d'autoprescription et aussi de recruter un petit peu moins de jeunes et d'essayer de recruter un peu plus de profils adultes ou seniors. Donc concrètement, comment on l'a aidée dans cet échange qu'elle a eu avec sa DETS, eh bien, elle est venue, pareil, se connecter à ces tableaux de bord privés et récupérer le nombre de candidatures orientées par prescripteur et notamment par la mission locale, parce que effectivement, ce qu'elle voulait aussi expliquer à sa DETS, c'est que si elle recrutait pas mal de jeunes, c'est aussi parce que la mission locale avait tendance à en tout cas, que la mission locale représentait une part importante des candidatures qu'elle recevait. Donc, c'était aussi pour argumenter, entre guillemets, de sa situation. Ensuite, elle est venue, elle regarde aussi le taux de refus. Le motif taux de refus ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé par sa DETS, parce que par exemple, si ce motif de refus est à 50%, c'est intéressant de dire à sa DETS, voilà, j'ai aussi refusé, 50% des candidatures qu'on m'a orientées, j'ai dû les refuser. Non pas parce que le profil, le candidat ne correspondait pas au poste, mais parce que ça ne me permettait pas d'atteindre les objectifs que vous m'aviez fixés, c'est-à-dire de faire de recruter moins de jeunes ou de faire moins d'autoprescription. Et elle est venue voir aussi son taux d'autoprescription et notamment elle a comparé le taux d'autoprescription qu'elle avait fait en année 2023 versus année 2022 pour préparer les échanges avec sa DETS. Donc pareil, on va venir voir comment récupérer ces données-là si on se met à la place de cette ETTI. Donc le premier nombre de candidatures reçues par la mission locale, ça va se passer toujours dans ce tableau de bord traitement et résultats des candidatures reçues par ma structure. Et là, je peux rester sur périmètre et chiffres clés, par exemple. Donc, je vais mettre sur l'année 2023. Donc là, je vais utiliser des dates relatives. C'est un peu plus rapide. Je vais faire l'année passée. Donc, ça va me mettre automatiquement sur l'année 2023. Donc là, je suis sur l'année 2023 parce que je prépare
le dialogue de gestion qui porte sur l'année 2023. Et je voulais voir les candidatures que la mission locale m'avait orientées en 2023. Donc là, je vais choisir dans Origine détaillée de la candidature la mission locale. Donc, on voit que j'ai 958 candidatures reçues au total en 2023. Si je prends uniquement les candidatures reçues par ma mission locale, c'est 92. Donc, c'est quasiment, oui, 10% des candidatures que je reçois sont des candidatures qui m'ont été transmises par la mission locale. Est-ce que c'est plus ou moins que 2022? Donc, je vais pour le coup aller regarder pour 2022. Donc là, je change le filtre temporel et je vais mettre 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 avec donc la virgule après le mois. Je fais mettre à jour le filtre. Donc, c'est effectivement, on voit par exemple qu'entre 2022 et 2023, cette structure a reçu quasiment 2 fois plus de candidatures de la part de la mission locale. Donc, voilà, peut-être que c'est aussi ce qui va être intéressant de mettre en avant auprès du financeur, c'est que peut-être plus de candidats jeunes ont été acceptés, mais ça, c'est aussi en lien avec les candidatures l'évolution de la part des candidatures reçues de la part de la mission locale entre 2022 et 2023 parce que je reçois de plus en plus de candidatures de la part de la mission locale. Donc ça, c'est le premier indicateur que cette ETTI est venue chercher dans ce tableau de bord pour alimenter son dialogue de gestion. Le deuxième, c'était de regarder le motif de refus. Donc, on va aller dans l'onglet motif de refus. Et donc là, par exemple, je reste sur 2022 et je vais enlever la mission locale. Sur 2022, est-ce que embauche incompatible avec les objectifs du dialogue de gestion, ça représente que 2% des refus des candidatures, donc c'est assez peu, et on va voir si entre 2022 et 2023, ça a augmenté du fait des objectifs du coup qui m'ont été fixés entre 2022 et 2023 par MADETS. Donc je change juste la période temporelle. Et là, alors donc je suis pas sur je suis pas sur le TTI en question, donc ça va pour le coup en 2023 par exemple sur cette structure, c'est pas le embauche incompatible, pardon, si 4%, donc ça a doublé. En tout cas en pourcentage, je ne me rappelle plus quel était le nombre en valeur, mais en tout cas voilà, ça vient aussi expliquer que des efforts ont été faits, mais que le pendant, c'est qu'un certain nombre de candidatures ont été aussi refusées pour respecter les objectifs fixés par la dette. Donc ça, c'était le deuxième indicateur. Et le troisième, qui se situe dans un autre tableau de bord qu'on n'a pas encore parcouru, c'était le taux d'autoprescription, puisque je le disais, cette structure, cette ETTI, devait aussi justifier d'un taux d'autoprescription, enfin, essayer d'y avoir un peu moins recours. Donc ça va se passer dans le tableau de bord autoprescription. Donc toujours le même fonctionnement, on arrive sur l'onglet I. Et ici, on a aussi, je vous ai pas dit, à chaque fois un onglet chiffres clés qui fait un résumé un peu des principaux indicateurs disponibles dans ce tableau de bord. Donc là, c'est déjà sur 2022. Donc j'ai rien à aller voir d'autres. Enfin, j'ai pas de filtre à utiliser autre que 2022. Donc je vois que par exemple cette structure, qui est un ensemblier de structures en l'occurrence, a fait 18% de candidatures, 18% des candidatures ont été acceptées en autoprescription sur le total des candidatures acceptées en toute origine confondue. Et est-ce que entre 2022 et 2023, ça a évolué? Donc on sélectionne 2023, je mets à jour le filtre. Et pour le coup, voilà, c'est pas la structure que j'ai pris en exemple, mais la tendance est la même, avec beaucoup moins d'autoprescription sur l'année 2023, 7 points de moins d'autoprescription.
Donc voilà, ça permet, c'est quelque chose que je peux mettre en avant lors de mon dialogue de gestion pour montrer que j'ai en tout cas fait des efforts et que ces efforts s'en ressentent dans les indicateurs parce que j'ai effectivement moins recours à l'autoprescription et je travaille peut-être plus avec du coup les prescripteurs de mon territoire. Voilà pour le deuxième cas d'usage. Je vais encore une fois regarder s'il y a des questions. Il nous reste 5 minutes, donc vraiment, n'hésitez pas à les poser, à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat si c'est plus simple. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, en attendant, si vous en avez d'autres par rapport à ces cas d'usage ou si vous voulez même partager dans le chat voilà, d'autres cas d'usage, que vous avez eu de nos données, ou me dire si ça vous parle. En tout cas, ces cas d'usage, je suis preneuse d'un retour de votre part dans le chat. Hop. Vous pouvez aussi me partager peut-être des difficultés que vous rencontrez, si vous en avez à l'utilisation de nos tableaux de bord. Ce que je voulais vous montrer aussi pour finir, c'est que si vous avez besoin d'aide, vous allez retrouver en fait sur notre site un certain nombre de documentations. Donc, comment faire? Vous cliquez en fait en haut à droite sur besoin d'aide, soit vous cliquez sur nous contacter si vous avez une demande, il y a un formulaire de contact et on vous répond le plus rapidement possible par rapport à la demande que vous avez formulée. Et si vous cliquez sur documentation, vous avez accès à un certain nombre de guides d'utilisation, des tutoriels, le webinaire, les replays de certains webinaires, la date des prochains webinaires également. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter aussi cette donnée-là. Et je suis en train d'alimenter aussi petit à petit, en fonction des questions qui me sont posées en webinaire, une rubrique un peu FAQ pour essayer de compiler à un seul et même endroit les réponses qui me sont, aux questions qui me sont fréquemment posées. Voilà pour la partie aide et documentation. Moi, je vais vous partager aussi un petit sondage pour savoir dans quelle mesure ce webinaire a été utile et si c'est un format qui vous convient en mode découverte. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et je vois qu'il y a une question dans l'onglet questions. Ah oui, du coup, c'est vrai que je ne suis pas revenue. Isabelle, merci de me reposer cette question. Dans un partenariat avec les départements, peut-on avoir des stats sur les BRSA? Donc, ce que je vous ai pas remontré, effectivement, c'est dans le tableau de bord de l'autoprescription. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas une connaissance exhaustive, c'est pas une donnée qu'on récupère de manière exhaustive, la qualification des publics, et donc notamment est-ce que ce sont des publics qui sont allocataires du RSA. C'est une donnée qu'on a de manière exhaustive uniquement dans le cadre d'une autoprescription. Donc, vous pouvez avoir cette info en allant dans votre tableau de bord focus sur l'autoprescription. Vous voyez qu'il y a un onglet critères des candidats. Et donc, dans cet onglet, vous pouvez avoir les statistiques effectivement des candidats que vous avez recrutés en autoprescription et donc les critères qui ont été renseignés, qui vous avaient permis en fait de valider l'éligibilité à l'IAE. Donc là, il y a des statistiques effectivement sur le pourcentage d'allocataires BRSA. Mais dans le tableau de bord qui traite de toutes les candidatures, toutes origines confondues, il n'y a pas de statistiques sur les BRSA. J'espère que j'y ai répondu, Isabelle. N'hésitez pas à compléter, soit dans le chat, soit avec une nouvelle question, si il manque encore, si ce n'est pas encore suffisamment clair pour vous. Hop. Et pour terminer, vous le verrez en consultant nos tableaux de bord, il y a souvent, au bout de quelques minutes, il y a une pop-up qui s'affiche et qui vous demande aussi de compléter, de donner votre avis sur nos tableaux de bord. Donc, c'est très important pour nous d'avoir du feedback sur nos outils parce que, en fait, tous les 6 mois,
on fait le point un peu sur ce qui a bien fonctionné sur le semestre et quels sont les besoins qui ont été remontés. Et en fonction des besoins qui sont remontés, on va les prioriser si c'est des besoins qui sont partagés par plusieurs acteurs, si c'est des besoins qui ont un impact très important dans le cadre de vos missions. Mais voilà, pour ça, c'est important en tout cas, pour qu'on puisse faire évoluer nos outils, qu'on priorise ceux qui ont le plus d'impact, c'est important qu'on ait un maximum de feedback. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces petits outils qui sont en bas de nos tableaux de bord et la pop-up qui s'affiche en bas à droite pour donner votre avis. Et je vous ai aussi mis dans l'onglet Apps et dans le lien vers une enquête qu'on réalise actuellement dans le cadre justement de la construction de notre feuille de route du prochain semestre. Donc, n'hésitez pas aussi à la compléter et à donner votre avis. C'est tout pour moi. Moi, je vais vous remercier en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Je regarde ce qui s'affiche dans le chat. Hop. Donc, donc Isabelle, en tout cas, super si ça a répondu à votre question. Et si on souhaite affiner nos tableaux de bord privés sur des situations particulières, êtes-vous joignable? Peut-on convenir d'un rendez-vous avec vous? Alors, vous pouvez me contacter via le formulaire que je vous ai indiqué et je reprendrai contact avec vous via... Enfin, c'est moi qui gère, en tout cas, qui a accès aux demandes qui sont postées via ce formulaire. Et je vois une autre question de Laure. Je ne comprends pas pourquoi il faut suspendre un pass lorsque le salarié travaille en CDD dans une entreprise autre que la SIAE. Alors ça, c'est une question qui relève plutôt du service des emplois de l'inclusion. Je vous ai remis, pareil, si vous cliquez sur Apps et sur Lien, le lien vers le service des emplois de l'inclusion. C'est vraiment ce service qui va qui gère les passes. Donc, c'est eux qui pourront vous répondre à votre question. Et sinon, si vous vous connectez aussi sur leur site, ils ont aussi une documentation qui est très bien faite. Donc, vous retrouverez peut-être la réponse à votre question. Je vous montre où y aller. Donc, dans Besoin d'aide, vous pouvez cliquer sur Documentation. Et là, c'est pareil, vous avez le mode d'emploi pour les SIAE. Et vous avez peut-être la réponse à votre question dans cette rubrique sur les passes IAE. Et je prends une dernière question de Jack. Les données sont-elles mensuelles? Alors, les données, elles sont mises à jour entre 24 et 48 heures. Et après, la période d'analyse, en fait, ça dépend ça dépend vraiment du périmètre que vous avez choisi. Je vous ai montré qu'il y avait un filtre temporel et c'est à vous de choisir la période d'analyse. Donc, vous pouvez choisir une période mensuelle, annuelle. C'est vraiment une période, l'analyse, elle est personnalisée sur la période de votre choix. Et ben, merci beaucoup à toutes et tous et vous allez donc recevoir le replay par email. Et je vous invite à télécharger avant que je clôture l'événement le support dans Apps et partage de fichiers. Et bonne découverte de nos outils à toutes et tous. À bientôt. Au revoir.